Le professeur Achille Mbembe est un intellectuel africain connu de très longue date. D'abord pour la qualité des travaux qu'il a fournis afin de restituer l'histoire du mouvement nationaliste camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Je tiens ici à saluer, et je saluerai toujours, la qualité du travail que cet aîné a fourni pour restituer l'histoire de la lutte d'émancipation du peuple camerounais. Depuis sa thèse des années 80, jusqu'à la production de son livre publié chez La Découverte, Sortir de la Grande Nuit, Achille Mbembe s'est efforcé de penser les luttes africaines à partir d'une perspective très originale, combinant la critique de la domination extérieure et la critique de la domination intérieure. Il s'était installé, grâce à ses travaux, parmi les classiques de l'analyse politique africaine. Je ne vais pas, parce que je critique sa sortie sur France 24, et notamment sa dérive aux côtés du président Emmanuel Macron depuis quelques années, je ne vais pas jeter le bébé et l'eau du bain. L'œuvre d'Achille Mbembe a contribué et contribuera, j'en suis convaincu, à éclairer plusieurs générations. Mais je vais le prendre aux faits. Je vais le prendre aux mots. Cette émission est consacrée à critiquer les thèses qu'il a défendues dans une interview récemment publiée par France 24. Et la méthode que nous allons employer ici est connue. Nous écouterons l'interview et nous stopperons de temps en temps l'interview pour dire ce qui est inacceptable dans ce qui est dit, ce qui est critiquable dans ce qui est dit, ce qui est insuffisant dans ce qui est dit, notamment dans les réponses apportées par l'intellectuel, eh bien, d'origine camerounaise comme moi, mon aîné, mon frère, Achille Mbembe. C'est cette méthode que nous allons employer ici. Et vous pourrez, si possible, lui transmettre l'émission. De toutes les façons, il finira par en entendre parler. Car, en effet, nous avons la responsabilité, dès lors que nous en avons la capacité sur le plan intellectuel, de nous exprimer clairement devant les peuples africains en cette période particulièrement cruciale de leur histoire, en cette période cruciale de notre histoire. Alors, selon la méthode que je vous ai dite, nous allons d'abord donner la parole à Achille Mbembe, interrogé par Marc Perelman. Il parle Bonjour pendant et bienvenue 12 en minutes. tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Achille Mbembe. Il est historien, philosophe, directeur général de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et il est avec nous depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Merci beaucoup, monsieur Mbembe. Merci à vous. Alors, les secondes assises de la démocratie doivent se tenir à Dakar au mois de juin, et cela pose évidemment la question de l'état de la démocratie sur le continent. Commençons par l'Afrique de l'Ouest. On a vu d'une part des coups d'État au Sahel et en Guinée. On a vu aussi des élections avec des alternances au Ghana et au Sénégal. Est-ce que, d'après vous, en Afrique de l'Ouest, la démocratie est en recul? Disons, l'Afrique de l'Ouest n'est pas la région la plus mal lotie. L'Afrique centrale est dans un état bien plus, difficile que ne l'est l'Afrique de l'Ouest. De manière générale, on note effectivement des avancées. Vous avez parlé du Sénégal, du Ghana également, mais on note par ailleurs un fort recul de l'espace démocratique, notamment dans les pays soumis à des régimes militaires. Je pense en particulier aux pays du Sahel, où beaucoup d'activistes, de journalistes, de dissidents sont aujourd'hui en prison. Je pense en particulier à Liouba en Guinée, mais ils sont des dizaines au Burkina Faso, où des enlèvements réguliers ont lieu. Et donc, la situation est très contrastée. Il faut, se satisfaire du fait que, parallèlement, on observe une remontée de l'activisme, notamment parmi les femmes et les jeunes, avec l'arrivée dans le champ public de nouvelles organisations, associations
membres de la société civile, une société civile qui se cherche et qui utilise de plus en plus les réseaux digitaux pour se faire entendre, se reconstituer et aller de l'avant. Il y a une élection qui doit avoir lieu. Voilà la première question qu'on lui a posée et voilà la première réponse qu'il a donnée. On lui demande quel est l'état de la démocratie en Afrique. Et il donne la réponse que vous avez suivie. Je voudrais dire ici ce qui est inacceptable dans ce qui vient d'être dit. D'abord, le journaliste Marc Perelman devrait commencer par constater que le fameux institut de l'innovation et de la démocratie est principalement financé par la France et des pays de l'Union européenne. Ce n'est pas un institut qui est l'expression de la volonté des Africains eux-mêmes. Ce n'est pas un institut qui a été pensé par les Africains pour les Africains. Cette démocratie dont il est question, il a été décidé de la vendre aux Africains après le sommet de Montpellier, en octobre 2021. C'est à l'occasion de ce sommet que le président français Emmanuel Macron s'est engagé à financer un soi-disant institut de la démocratie en Afrique, dont il a, confié la responsabilité à l'intellectuel Achille Mbembe. Donc, quand Marc Perelman interroge Achille Mbembe en insistant sur la localisation d'Achille Mbembe en Afrique du Sud, ils veulent nous tromper ensemble sur l'origine de l'intention, l'origine du financement, l'origine du décaissement initial de création de cette fondation. Cette fondation n'est rien d'autre, en réalité, qu'une institution de vulgarisation de la démocratie made in France, ou plutôt de la démocratie made in Macron. Voilà la première raison pour laquelle, cette interview n'est pas placée sous le sceau de la vérité. Marc Perelman aurait dû commencer par dire « Le président Macron vous a confié, à l'issue du sommet de Montpellier, la responsabilité de développer l'idée que vous avez en commun avec lui de la démocratie en Afrique. Il a décidé de mettre à votre disposition de l'argent public français pour que vous veniez promouvoir cette idée en Afrique. Où en est la mission que le président Macron vous a confiée? Voilà la question qu'on devait lui poser. Deuxièmement, le concept de démocratie qui est utilisé par le journaliste Marc Perelman et par Achille Mbembe comme étant une référence naturelle de l'ordre politique lui-même est critiquable. Qui a pensé la démocratie? Qui a théorisé la démocratie? Qui a posé la démocratie comme le summum de l'organisation politique de l'humanité? Ce sont certains penseurs occidentaux. Parce que même ici en Occident, il n'y a pas d'unanimité sur le fait que la démocratie soit la seule forme possible d'état de droit envisageable pour l'homme. Mieux, cette démocratie dont il est question, elle renvoie à une nébuleuse de concepts. Tantôt, elle peut renvoyer à la démocratie antique, telle que la pratiquaient les Grecs sous Périclès, sous Solon, par exemple. Elle peut renvoyer à ce qu'on appelle le régime représentatif. Si on se réfère, par exemple, aux travaux de Bernard Manin, et c'est pas tout à fait la même chose que la démocratie dite antique, cette fameuse démocratie peut aussi renvoyer à ce qu'on appelle la démocratie populaire, telle qu'elle se pratique à Cuba, telle qu'elle se pratiquait dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou telle qu'elle se pratique, par exemple, dans la Chine, la République populaire de Chine actuelle. Donc, de quelle démocratie nous parle-t-on exactement? Lorsque le journaliste Perelman et l'intellectuel Mbembe partent du principe qu'il faut procéder à une inspection, à une évaluation, à une correction, à une rectification des affaires africaines du point de vue d'un concept qui n'est pas lui-même très clair. Mais si la France est au clair avec la démocratie, pourquoi ne conteste-t-elle pas le fait, par exemple, que le roi d'Angleterre ne soit pas élu? Pourquoi le roi d'Espagne n'est-il pas élu? Le roi de Suède, pourquoi n'est-il pas élu? Le roi du Danemark, pourquoi n'est-il pas élu? Le roi des Pays-Bas, pourquoi n'est-il pas élu? Le prince du Luxembourg, pourquoi n'est-il pas élu? Le prince de Monaco, pourquoi n'est-il pas élu? Est-ce que l'Occident est au clair avec sa démocratie? Son concept de démocratie, à partir duquel il estime pouvoir classer, hiérarchiser les peuples du monde. Est-ce que ce concept est clair ici en Occident? Réponse non. Donc, déjà, la conversation entre Jean-Achille Mbembe et Marc Perelman commence sur une base fausse. Il considère comme un paradigme, comme un idéal, comme une idée régulatrice, mais un principe qui n'est pas lui-même nécessairement universel.
ce n'est rien d'autre que l'universalisation d'une certaine compréhension occidentale de l'ordre politique, qu'on appelle ici abusivement démocratie. Alors, s'il faut prendre démocratie au sens étymologique, hein, l'expression vient de démos. Dans la région, dans un pays évidemment l'expression important, vient la de Côte démos, d'Ivoire. qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. Mais il n'existe pas réellement dans ce monde un régime politique où la totalité du peuple exerce le pouvoir. Ça n'existe pas. Donc déjà, on doit commencer par contester le principe qui est considéré comme la référence universelle, implicite, incontestable, à partir de laquelle on doit juger de l'ordre politique. Maintenant, Achim Mbembe nous dit que cette démocratie, c'est-à-dire la mode, la compréhension macronienne, la compréhension occidentale, et encore, même pas de tous les occidentaux, mais d'une partie de l'Occident, hein, l'élite qui a instauré le système représentatif, si bien analysé par Bernard Manin. Il nous dit que cette pratique-là du régime représentatif, eh bien, est en difficulté davantage en Afrique centrale, eh bien, qu'en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Il nous dit qu'en Afrique de l'Ouest, on peut souligner qu'il y a des avancées démocratiques au Sénégal et au Ghana. C'est extraordinaire qu'il ait choisi le Sénégal et le Ghana comme des pays des avancées démocratiques. Le Sénégal a connu une crise explosive, n'est-ce pas? Les opposants Sonko et Diomaye sont sortis de prison pour aller à la présidence de la République. Et depuis qu'ils y sont installés, ils ont un mal fou à exercer la réalité du pouvoir. Pourquoi? Parce que les forces de l'ancien régime, le régime néocolonial sénégalais, d'inspiration française, sont encore à l'œuvre actuellement à Dakar. Elles bloquent les réformes militaires, elles bloquent les réformes monétaires, elles bloquent les réformes judiciaires. Achim Mbembe n'est pas sans savoir que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est plaint de ne pas être obéi par certains de ses ministres, tel le ministre de la Défense, le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous l'avons souligné, au Sénégal, on a affaire en réalité à un bicéphalisme qui ne veut pas dire son nom. Voilà pourquoi Ousmane Sonko, de temps en temps, évoque les questions qui fâchent, histoire d'obtenir un certain nombre de facilités de l'ordre néocolonial traditionnel français, qui en réalité continue à gouverner le Sénégal. Et voilà pourquoi en réalité, on voit très bien que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont encore plus de difficultés que Macky Sall à changer le Sénégal. Voilà le premier modèle que nous choisit Achim Mbembe pour nous parler d'avancée démocratique. Or, le Sénégal n'est pas sorti de l'auberge. À tout moment, une crise très grave peut éclater au Sénégal parce que le pouvoir au Sénégal n'est pas entièrement entre les mains de ceux qui ont nominalement, apparemment, été élus au présidentiel et au législatif. Donc, voilà un premier modèle. De la part d'un intellectuel de cette facture, c'est grave de se référer à ça, alors même que la crise sénégalaise n'est pas finie. Le deuxième modèle qui est choisi, c'est le modèle ghanéen, parce qu'il vient d'y avoir une alternance avec le président John Mahamad Dramani qui exerce le pouvoir. Mais attention, l'ancien régime ghanéen n'a pas disparu. Et cet ancien régime ghanéen a participé à l'aggravation de la crise géopolitique et géostratégique ouest-africaine. Le Ghana, selon des enquêtes de l'Union européenne, l'agence principale d'information de l'Union européenne, Reuters, a montré que le Ghana était devenu, entre-temps, la base arrière des organisations terroristes. S'il faut parler encore, sous le prisme du terrorisme, du Ghana et du Sénégal, le Sénégal est une base arrière de l'organisation terroriste ukrainienne, qui, à travers son ambassadeur à Dakar, a reconnu avoir participé à l'assassinat en territoire malien de dizaines de soldats maliens et de leurs alliés russes en lutte contre le terrorisme international. Le Ghana et le Sénégal ne sont pas sortis de l'ornière de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux. Alors, comment M. Mbembe peut-il nous citer ces deux exemples sans se rendre compte de l'incongruité qu'il y a? Il nous dit qu'on observe, par contre, une montée en puissance des régimes militaires. Et alors qu'on s'attendait à ce qu'il respecte sa propre parole, en disant que l'Afrique centrale est dans la situation la plus grave, les exemples de régimes militaires où les libertés individuelles ne sont pas respectées, eh bien, il va tout de suite les chercher en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, le régime militaire guinéen est un régime fortement liberticide. Il cite le cas d'Aliouba et de plusieurs membres de la société civile guinéenne qui sont dans les fers de la dictature de Mamadi Doumbia. Ok, d'accord.
Mais il y a un petit problème. Pourquoi Mbembe traverse-t-il à nouveau pour aller en Afrique de l'Ouest? Alors qu'il nous a dit que le retard démocratique est pire en Afrique centrale. Mais nous avons sous les yeux en Afrique centrale le pire exemple qui soit de régime militaire qui ne soit pas l'émanation d'un processus endogène. C'est actuellement le régime de, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais pourquoi il ne parle pas de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vient d'organiser une pour-élection avec l'approbation précipitée de Paris, avec les félicitations chaleureuses du président Macron? Pourquoi il ne prend pas cet exemple-là, où on voit très bien une fois de plus que ce sont ceux-là même qui financent le fameux Institut de l'innovation et de la démocratie, qui sont en même temps derrière les sabotages de la démocratie en Afrique francophone, entre guillemets, dès lors que un régime politique ne fait pas les 4 volontés de Paris, eh bien, on l'attaque sauvagement, on le brutalise, on le menace, mais dès lors qu'un régime politique fait les 4 volontés de Paris, que fait-on? On l'accompagne dans les pires violations, on l'accompagne dans les pires absurdités, les pires tripatouillages, les pires parodies, on bénit ses pour-élections et la vie continue. Donc vous voyez très bien qu'ici, l'intellectuel Achille Mbembe est vraiment en difficulté. Et nous dit que la démocratie va moins bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, au lieu de s'appesantir justement sur le cas le plus récent, où en Afrique centrale, on a vu du n'importe quoi être présenté comme une élection. Mbembe traverse et il s'en va nous chercher un exemple en Guinée. C'est quoi cette logique à tête chercheuse? Sa première réponse est décevante. Il souligne du bout des lèvres l'émergence des activistes, parce qu'il n'a pas le courage de nommer les panafricanistes, et qu'ils sont sur les réseaux digitaux. Il ne veut pas dire les réseaux sociaux, pour qu'on ne sache pas que, il parle en réalité de nous, les panafricanistes, qui en réalité dominons les médias populaires africains par la revendication de 4 thèses. Le retrait total des troupes néocoloniales françaises du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocoloniale et coloniale du CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains, la fin de la domination et de la répression culturelle, y compris la répression paradigmatique, celle qui sans cesse utilise les concepts de démocratie et de droits de l'homme pour juger les Africains, leur distribuer des bons ou de mauvais points. Mbembe n'a pas le courage d'assumer ses responsabilités envers ce processus d'émancipation, qui en partie peut s'être inspiré du travail qu'il a fait sur la lutte d'indépendance au Cameroun, de Ruben Oumniobé et de ses compagnons de l'UPC. Le travail qu'il a fait pour affirmer la nécessité que l'Afrique sorte de la nuit impériale, de l'hiver impérial français. Tout ce travail que Mbembe a abattu dans la première partie, en quelque sorte, de son œuvre historique, de son œuvre philosophique, de son œuvre d'analyse politique, tout ce travail est renié au profit d'une analyse à tête chercheuse, dans laquelle, finalement, quand il lui faut donner un exemple du recul de la soi-disant démocratie, il va le chercher en Afrique de l'Ouest. Il ne prend pas un exemple le plus flagrant, le plus récent, sous ses yeux, les fameux 90% que s'est octroyé, Brice Clotaire Oligui Nguema, le général Dansoman de Libreville. Alors, dans sa réponse également, Achille Mbembe fait semblant d'ignorer les raisons pour lesquelles des régimes militaires ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest. Les régimes militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'ont fait parce que des régimes prétendument élus démocratiquement avaient pactisé avec les puissances néocolonialistes et impérialistes qui ont financé l'OTAN, qui ont saccagé la Libye, qui arment, qui renseignent, qui médiatisent les grandes organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique pour maintenir l'Afrique dans l'instabilité permanente. Où sont les prises de position de l'historien, de l'intellectuel, de l'analyste politique, du politiste Achille Mbembe sur le financement, l'armement, l'encouragement, le renseignement accordé par les puissances de l'OTAN aux organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique? En toute dernière date, des officiels américains ont clairement avoué que c'est l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Que ce sont les puissances de l'OTAN, donc y compris la France,
qui sont derrière la déstabilisation de la Libye et du Sahel. Madame Tulsi Gabbard, Monsieur Elon Musk ont publié des documents officiels impliquant directement le Trésor public américain dans le financement des organisations terroristes. France 24 a publié en juillet 2014 un article inoubliable dans lequel France 24 accuse la France d'être le premier banquier des djihadistes au Sahel. Pourquoi Achille Mbembe, qui est pourtant bien documenté et bien informé, n'assume pas le fait qu'on ne pouvait pas continuer à laisser? Eh bien, au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui sait très bien qui est derrière les terroristes, gouverner, alors qu'il est incapable de protéger le peuple malien contre ceux-là même qui sont ses parrains. Lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Pourquoi il ne voit pas qu'on ne pouvait pas continuer à laisser Roch-Marc Christian Kaboré gouverner au Burkina Faso, alors qu'il était incapable de couper Ignam avec les puissances qui ont créé Al-Qaïda, l'État islamique, qui finance ces organisations terroristes et ensanglantes de Burkina Faso? Pourquoi il ne peut pas voir que si Bazoum est tombé, le junteur de Niamey qui a fait boum, c'est précisément parce qu'il faisait ami-ami avec les terroristes. C'est précisément parce qu'il a dit que l'armée nationale nigérienne était inférieure au groupe terroriste. C'est précisément parce qu'il s'est dressé contre le Mali et le Burkina qui combattaient honnêtement le terrorisme en se séparant des puissances occidentales et moyen-orientales qui en sont les parrains. Vous voyez, la première réponse de l'intellectuel Achille Mbembe à la question de l'origine des régimes militaires est une réponse insuffisante, insatisfaisante. C'est une réponse constituée d'évitement, de non-dit, la peur de dire la vérité, l'incapacité de porter au verbe la réalité documentaire de ce temps, eh bien, caractérise la réponse numéro 1 de M. Mbembe. Enfin, il n'a pas le courage de souligner que parce que les Africains revendiquent leur souveraineté, parce que les Africains revendiquent la fin du CFA, parce que les Africains revendiquent la fin de l'ingérence de la puissance française, en particulier dans la désignation de leurs dirigeants, ils sont amplement persécutés, comme moi, je le suis en France. Où est la solidarité de l'intellectuel Mbembe? Lorsque M. Macron me traque, alors que je défends les thèses que lui Mbembe défendait, a défendu dans ses livres, à propos du colonialisme, du néocolonialisme français. Lui Mbembe qui a dénoncé l'armée coloniale française pour avoir assassiné au Cameroun près d'1 million des gens de notre peuple. Comment ça se fait que moi qui poursuis cette œuvre, je sois persécuté en France et que Mbembe se taise? Si ce n'est parce que, lui, M. Macron a mis à sa disposition les moyens d'être à la tête d'une soi-disant fondation de l'innovation et de la démocratie en Afrique du Sud. Oui! Donc déjà sur la première question, il est évasif, il est superficiel, il est scandaleusement flou. C'est inacceptable de la part d'un intellectuel ayant ce niveau d'information, ce niveau de documentation, et qui, à l'âge auquel il est parvenu, plus de 60 ans, a un devoir de vérité, avec les générations actuelles et futures, encore plus important que moi. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, continuons à l'écouter, il va passer à sa réponse à la deuxième question qui est posée. Et vous allez voir les mêmes problèmes, la même incapacité à crever l'abcès. En vérité, sur la première question, il faut noter que l'Afrique n'a pas à être jugée en fonction du concept de démocratie. Les valeurs de civilisation de l'Afrique elle-même doivent être les critères d'évaluation des systèmes politiques africains. Le plus ancien concept disant les valeurs de l'ordre politique africain, eh bien c'est le concept de Mahat. Si nous voulons juger de la politique africaine, nous avons 3 valeurs de civilisation qui ont présidé à la construction des institutions, de nos chefferies, de nos royaumes, de nos empires et de nos républiques d'inspiration africaine. Ce sont les valeurs de vérité, de justice et de solidarité. Et les systèmes politiques inspirés de ces valeurs, combinant les forces temporelles du pouvoir et, eh bien, le principe de transcendance et de supériorité de l'infini de la vie créatrice. Écoutons Achille Mbembe pour la suite. On lui demande quoi? Parmi les femmes et les jeunes, avec l'arrivée dans le champ public de nouvelles organisations, associations, membres de la société civile, une société civile qui se cherche,
et qui utilisent de plus en plus les réseaux digitaux pour se faire entendre, se reconstituer et aller de l'avant. Il y a une élection qui doit avoir lieu dans la région, dans un pays évidemment important, la Côte d'Ivoire. C'est prévu au mois d'octobre. Est-ce que vous êtes confiant ou inquiet? On sait que le passé a parfois été meurtrier en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de débats sur la question de la limitation des mandats pour Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous pensez que ça va bien se passer et que la démocratie en sortira grandie? Il faut espérer que la démocratie grandisse en Côte d'Ivoire au lendemain de ce que ce pays a connu. La limitation des mandats est une condition de la régénération du champ politique en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays. Il n'est pas normal que le continent, qui est peuplé en majorité de jeunes et de femmes, soit gouverné par des vieillards dont beaucoup peinent d'ailleurs aujourd'hui à rester éveillés. Et donc, cette question de la limitation des mandats est absolument fondamentale. La question des élections aussi, qu'il faut repenser, les codes électoraux, le déroulement des élections et leur légitimité. Tout cela fait partie effectivement des sujets que nous aborderons lors des assises de la démocratie à Dakar en juin de cette année. Voilà la deuxième question qu'on lui pose. Et elle est focalisée sur la Côte d'Ivoire. Hashim Bembe a tout à fait raison de rappeler que c'est pas normal qu'un continent qui, dans son écrasante majorité, a moins de 50 ans, soit dirigé par des vieillards perfusés, effervescents, des vieillards qui naviguent sans cesse entre les lits d'hôpitaux où on les terrabistouille, on les rabiboche et la répression de leur peuple. Ces vieillards sont connus. C'est notre sacro-saint Paul Biya au Cameroun, c'est Sassou Nguesso, eh bien au Congo, c'est Alassane Dramane Ouattara, eh bien en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Mais en fait, il y a un petit problème. Hashim Bembe dit qu'il faut que la clause de limitation des mandats soit respectée. Il y a un petit problème. Celui qui finance la Fondation pour l'innovation et la démocratie, dont Hashim Bembe est le président, à savoir le président Emmanuel Macron, n'est-il pas celui qui précisément s'est empressé d'encourager Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire à violer les articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne en s'octroyant un troisième mandat? Je recommence la question. Hashim Bembe ne peut pas nous dire « Je reçois des financements du régime Macron pour promouvoir la démocratie en Afrique. Je sais qu'Emmanuel Macron a ouvertement soutenu, approuvé la violation de la Constitution ivoirienne par Alassane Ouattara, qui n'a pas respecté la clause de limitation de mandat. Et en même temps, je peux quand même tenir des assises pour continuer à donner des conseils. » Comment une fondation d'innovation pour la démocratie, financée par un régime qui a soutenu les pires mascarades électorales en Afrique, comment une telle fondation est-elle bien placée pour nous dire dans quelle direction ces régimes doivent aller? Voilà la question qui est posée. Le président Macron a soutenu la violation de la Constitution. Il l'a soutenu au Tchad pour l'avènement du régime du président Mahamat Idriss Déby Itno. Nous tous on a vu. Il a envoyé des lettres de félicitations à tous les dictateurs d'Afrique francophone. Paul Biya au Cameroun, Sassou Nguesso, eh bien, au Congo-Brazzaville, Faure Gnassingbé au Togo, Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Même Macky Sall, quand il tripatouillait la constitution sénégalaise, bénéficiait encore du soutien du président Macron. Et c'est ce président Macron qui est le principal pilier pour soutenir le soi-disant Institut à l'innovation et à la démocratie. Et l'Institut à l'innovation et à la démocratie vient nous dire qu'il va tenir des assises pour nous donner des conseils. Astaghfirullah. Comment peut-on être perché sur une fenêtre et se voir passant dans la rue? Il s'agit là d'une duplicité qui me rappelle étrangement la conversation entre Lavrov et Fabius à propos de la lutte antiterroriste. Fabius est ministre des Affaires étrangères de la France. En 2013, il demande au nom de la France à la Russie de ne pas empêcher l'intervention militaire de la France pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes.
qui se préparerait à prendre la capitale du Mali, Bamako. Alors Lavrov, grâce aux informations dont dispose la puissance russe, fait remarquer ceci à Fabius. Mon cher Laurent Fabius, vous vous préparez, vous, Français, maintenant, à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Fabius, c'est la vie. Mais que nous dit M. Mbembe, président de l'Institut de l'innovation et de la démocratie basé en Afrique du Sud et financé par Paris? Il nous dit qu'il va aider à combattre les violations des limitations de mandat que ceux qui le financent ont favorisé. Astaghfirullah. Ha! Coucou! Chez nous, en Pays Bassa, Achim Mbembe et moi venons du même sous-pays au Cameroun, on dit Aloktara. Oh, mes ancêtres, venez donc voir cette chose dont nous parle Achim Mbembe. Ceux qui vous ont financé pour créer votre institut en Afrique du Sud sont exactement ceux qui ont envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya pour tous les tripatouillages commis au Cameroun, au Bongo pour tous les tripatouillages commis au Gabon. Félicitations à Sassou Nguesso pour tous les tripatouillages commis au Congo-Brazzaville. Félicitations à Faure Gnassingbé pour tous les tripatouillages commis au Togo. Félicitations à Idriss Déby pour tous les tripatouillages commis au Tchad. Félicitations au fils Déby, qui aujourd'hui, bien sûr, se positionne dans l'anticolonialisme, c'est vrai. Mais au départ, c'est par la force qui s'est installé. C'est par un coup d'État, adoubé en avril 2021 par le président Macron qu'il a pris le pouvoir. Mais comment peut-on à la fois être financé par ceux qui sabotent les processus démocratiques en Afrique et venir nous dire qu'on va promouvoir la démocratie en Afrique? J'aimerais qu'on m'explique cette magie, ce tour de passe-passe qui consiste d'un côté à être l'homme de l'innovation démocratique made in France et en même temps à pouvoir réparer en quelque sorte les dégâts produits par la duplicité diplomatique française envers le processus soi-disant démocratique en Afrique. L'une des raisons pour lesquelles je fais cette émission, c'est pour montrer cette contradiction. Le même président Macron qui finance l'Institut pour l'innovation et la démocratie est celui qui encourage et a encouragé publiquement les pires dictateurs. Il a écrit une lettre de félicitations récente à Oligui Nguema pour sa mascarade au Gabon. Il en a écrit pour tout ce que j'ai cité. Tous les pires dictateurs africains ont bénéficié de ce soutien. Peut-être que là, je suis obligé d'aller chercher Monsieur Idriss Déby. Monsieur Déby, il faudrait que vous expliquiez à Monsieur Mbembe à quel jeu a joué l'élite de gouvernement français en Afrique avec cette histoire de démocratie. Monsieur Déby, qui vous a placé à la tête du Tchad et qui par la suite eh bien, a monté des soi-disant critiques et même des oppositions contre vous. Attendez, Monsieur Déby, venez s'il vous plaît. Je vous en supplie, sortez un peu d'Amdjaras. Idriss Déby est appelé ici à la parole. Idriss Déby, dites-nous qui joue au double jeu avec cette histoire de démocratie en Afrique. Ce qui permettra de comprendre pourquoi on ne peut pas comprendre Mbembe. Pourquoi on ne peut pas accepter ce qu'il dit. Allons-y. J'aurais souhaité moi-même. Oui, Monsieur Idriss Déby. En 2002. Oui. M'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Tout à fait. C'est-à-dire en 2006. Ouais. Je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Ouais. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la vie. Oui, tout à fait. Le pays était en guerre. Oui. Vous comprenez? On comprend. Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Ah, attendez, il va parler. Vous allez voir. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, oui, la France intervient souvent. Ah bon? Et je le dis haut et fort. Tout à fait. La France a intervenu. Oui. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Oui. Je dis, je ne le fais pas. Oui. De changer la Constitution. Ah. Pour l'histoire. Ah bon? Je dis bien. Bongo n'est pas là. C'est ça la démocratie? Bongo père. Made in France? C'est à Paris. Ah bon? J'ai refusé. Ah. Et je n'ai pas fait la campagne. On comprend pourquoi ils ont tué. C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidature. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Laissez-le parler là.
Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Oui. Je ne connais même pas Il s'appelle son nom. Charles de Bache. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ah. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle. Emblé Longuet, Achim Bembe, Emblé Longuet. C'est entre ses mains. Emblé Longuet. Ils ont changé la Constitution. Ouais. C'est donc, ce que vous dites clairement, pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que j'ai, en tant que soldat, voilà l'innovation démocratique. En son temps, de quitter le pouvoir en 2006. Ouais. Il y a deux choses qui sont intervenues. Oui. La guerre, évidemment. Ouais. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Donc, vous comprenez un peu le jeu. D'un côté, on sabote la démocratie en Afrique. D'autre côté, on finance un institut de l'innovation et de la démocratie en Afrique. La même stratégie biscornue. Hein. On arme Al-Qaïda et l'État islamique, on détruit la Libye, on organise l'invasion du Sahel. Ensuite, on vient proposer aux États sahéliens de les aider à combattre le terrorisme. On détruit la démocratie en Afrique. Et de l'autre côté, on crée un institut pour promouvoir soi-disant la démocratie. Vous avez reconnu la méthode? La duplicité. La duplicité. C'est ce qu'il y a d'intolérable ici. C'est ce qu'il y a d'intolérable. Les mêmes qui félicitent les dictateurs africains quand ceux-ci fraudent aux élections, ceux-ci violent les constitutions, ceux-ci harcèlent et traquent les opposants, les mêmes qui les félicitent, ce sont eux qui financent un soi-disant institut pour initier les Africains à la démocratie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà ce qu'il y a d'inacceptable. Continuons à écouter M. Mbembe. Continuons à écouter M. Mbembe. Achim Mbembe, vous avez toujours la parole. Question suivante. Alors, vous avez parlé de la question de limitation des mandats et des présidences à rallonge. C'est vrai que c'est surtout le cas plutôt en Afrique centrale. Évidemment, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Guinée équatoriale et évidemment votre pays d'origine, le Cameroun. On se souvient qu'en 2017, vous aviez publié dans Le Monde une tribune intitulée « Au Cameroun, le crépuscule d'une dictature à huis clos ». 8 ans plus tard, Paul Biya est toujours au pouvoir et il semble qu'il va à nouveau être candidat à la présidentielle prévue cette année. Qu'en pensez-vous? J'étais au Cameroun il y a quelques semaines. J'étais à Yaoundé. Ce que j'ai vu ne pousse pas à l'optimisme. Ouais. C'est un pays, en tout cas la ville que j'ai retrouvée, est une ville déliquescente, sale. C'est vrai. Jonchée de poubelles. C'est vrai. Je crois que l'image de ces poubelles est symptomatique d'un ordre politique qui tarde à passer. C'est vrai. Je pense personnellement, d'ailleurs comme beaucoup d'autres observateurs, que les prochaines élections seront cruciales. Ouais. Il y a beaucoup de doutes quant à la capacité du régime actuel à organiser des élections libres, indépendante. Je crois que la question de la transition au Cameroun est un problème d'envergure non seulement nationale, mais aussi sous-régionale. Il en va de la stabilité, je dirais, de cette partie du continent africain. Vous avez entendu la réponse d'Achim Mbembe, tout en hésitation, il dit quand même beaucoup de choses là-dedans. Première chose, il constate l'état de déliquescence de notre pays natal. Je suis entièrement d'accord avec sa description. C'est un régime pourri, c'est un régime moribond, c'est un régime qui doit disparaître pour que le peuple camerounais vive. Le régime de Paul Biya, hérité du régime d'Amadou Ahidjo, lui-même hérité tout naturellement de la domination coloniale et néocoloniale française. Bon, Achim Mbembe, on l'avait, en tant qu'historien, on était habitué à ce qu'il soit plus profond quand il décrit un régime. Là, il nous fait une peinture de ce régime comme étant simplement une réalité présente. Alors que ce régime est ancré dans le colonialisme, dans le néocolonialisme français, comme les travaux de Mbembe l'ont montré. Moi, je suis un lecteur de ces travaux. Je possède 3 livres d'Achim Mbembe dans cette bibliothèque qu'il m'a personnellement dédicacés lors de son passage ici, à l'école supérieure de commerce de Rouen.
Achille Mbembe me les a dédicacés et je les ai entièrement lus. Je m'étonne de la légèreté avec laquelle il parle maintenant du régime du Cameroun, en parlant comme un régime qui n'aurait pas de racines, dans ceux-là même qui financent son institut pour l'innovation et la démocratie, c'est-à-dire l'élite politique française. Le régime que nous avons au Cameroun, il nous a été imposé par la guerre. C'est une guerre de répression du mouvement indépendantiste de l'Union des populations du Cameroun. Achille Mbembe a réalisé des travaux d'envergure sur cette affaire. Il n'en parle plus. C'est bizarre. Un historien sans mémoire. Parce que s'il en parle, il est obligé de dire la situation dans laquelle se trouve notre pays n'est pas simplement la faute de Paul Biya et de nous autres peuples camerounais qui ne nous en sommes pas encore débarrassés. C'est la faute de tous les dirigeants français, au moins depuis De Gaulle jusqu'à celui que nous avons aujourd'hui, Emmanuel Macron. Si Mbembe était resté l'historien alerte que nous connûmes, l'historien alerte que nous appréciâmes, Mbembe aurait restitué à la fois la nature despotique du régime de Yaoundé et, par ailleurs, son essence néocoloniale qu'il a contribué à documenter par des archives irréfragables. Lui-même, Mbembe ne peut pas contredire ses livres. Parce que ces livres ont été faits sur la base des archives. D'archives scientifiques. Alors, il décrit le régime comme ça, mais il dit une deuxième chose qui est très importante à Achille Mbembe. Il était au Cameroun, et il a bien vu que ce qui est en train de s'organiser au Cameroun, ce n'est pas des élections, soi-disant démocratiques. Ce ne sont pas des élections libres, justes et transparentes. Autrement dit, Mbembe sait que le résultat des élections au Cameroun est écrit d'avance. Mais, est-ce que cela empêchera M. Macron, si M. Biya réussissait à tordre à nouveau le cou et la main au peuple camerounais, est-ce que cela empêchera M. Macron de féliciter à nouveau M. Biya, comme il l'a fait en 2018? Comme il l'a fait, comme l'ont fait les présidents Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et consorts, De Gaulle. Est-ce que M. Mbembe, qui est à la tête d'une fondation de l'innovation et de la démocratie, financée par, le régime Macron, est-ce que M. Mbembe ne se rend pas compte de l'incongruité qu'il y a à décrire comme il fait le régime de Paul Biya sans pointer la responsabilité de ceux qui tiennent ce régime à bout de bras? Troisième idée intéressante dans la réponse de Mbembe. Il nous dit que la seule possibilité pour que le Cameroun s'en sorte, c'est qu'on aille vers une transition. Sans implosion du pays dans une guerre civile. Une transition. Vous avez bien entendu ce mot dans sa bouche? La transition. Mais j'en profite pour dire, il y a deux sortes de transitions. Il y a deux sortes de transitions. Il y a les transitions néocoloniales, pro-néocoloniales, et il y a les transitions populaires révolutionnaires. Deux sortes de transitions. Je pose donc la question de savoir à quelle sorte de transition Mbembe donne-t-il son satisfecit? Puisque Mbembe travaille dans l'Institut de l'innovation et de la démocratie, financé par la Macronie, il s'ensuit que Mbembe nous annonce que la Macronie est en train de préparer une transition en sa faveur. C'est-à-dire une transition du style de celle d'Oligui Nguema au Gabon, une transition du style de celle de Mamadi Doumbouya en Guinée, une transition qui pourrait avoir à la limite les mêmes propriétés que celle qui a permis, à l'actuel président de la République du Tchad, au départ, de faire son coup d'État et d'être consolidé en avril 2021 par Emmanuel Macron, avant d'échapper au contrôle de Macron, lorsqu'il a sonné la charge panafricaniste et anticolonialiste contre les troupes françaises et les troupes américaines. Donc, vous comprenez, Achille Mbembe nous informe implicitement qu'il y a un projet de transition, d'inspiration française, qui est en cours au Cameroun. Et que lui, il est favorable à ce projet-là. Là, il faut lui dire que moi aussi, je suis favorable à un projet de transition au Cameroun, mais pas d'inspiration française. Je suis pour un projet de transition qui est pour but de rendre le pouvoir au peuple camerounais. Un projet de transition inspiré du panafricanisme révolutionnaire. Un projet de transition inspiré de la vision, politique africaine, ancrée dans les valeurs de civilisation africaine, que sont la vérité, la justice et la solidarité. Un projet de transition maatocratique. Je veux que tout le monde comprenne bien. Que Achille Mbembe nous informe qu'il y a bien un projet de transition qui est en cours de la part du néocolonialisme français,
et qui a pour but de nous imposer à Yaoundé un Oligui Nguema, un Mamadi Doumbouya. C'est ça la transition à la française, la transition néocolonialiste, la transition antipopulaire. Dans ce cadre de projet, il va de soi que M. Jean-Achille Mbembe pourrait avoir des chances de figurer parmi les recrues de la transition. Je suis opposé à une transition dans mon pays natal, le Cameroun, au profit du néocolonialisme, du colonialisme français ou du néocolonialisme, du colonialisme, de l'impérialisme étranger. Je suis pour ma part favorable à une transition populaire, révolutionnaire, panafricaine, enracinée dans l'histoire et les valeurs de la civilisation négro-africaine. Écrivez ça. Voilà ma différence avec Achille Mbembe. Mais au moins, il nous a informé que tout le monde sait qu'il n'y a pas, en réalité, élection démocratique, élection transparente, élection libre. Tout le monde le sait. Même à Paris, ils le savent. Ils n'ont pas besoin de Mbembe pour le savoir. Mais Mbembe nous informe que lui, il est favorable à une transition et que c'est un problème d'envergure. Réussir une transition au Cameroun sans qu'il y ait une guerre civile. Et moi, je vous préviens, la transition dont Achille Mbembe parle, c'est un coup d'État néocolonialiste du style Oligui Nguema. C'est un coup d'État néocolonialiste du style Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire un coup d'État sous le contrôle du néocolonialisme français. Parce que le cas tchadien, c'est aussi un coup d'État sous le contrôle du néocolonialisme français qui a été fait en avril 2021 par celui qui était alors le général Mahamat Idriss Déby Itno. Mais depuis qu'il a chassé les troupes françaises et les troupes américaines du sol tchadien, le maréchal président de la République du Tchad a engagé un nouveau tournant. Un tournant irréversible dans les relations entre l'ancienne puissance coloniale tchadienne, la France, et le régime tchadien. Ça, c'est un fait. Mais pour parler du Cameroun, Achille Mbembe nous annonce qu'il y a des plans. Il le dit à demi-mot. C'est comme ça que je comprends ce qu'il dit. Il va y avoir une transition, mais comme lui, il travaille pour l'Institut de la Fondation de l'innovation et de la démocratie, financée par Paris, il est favorable à une transition qui aurait l'assentiment de Paris, l'approbation de Paris. Est-ce un hasard si à l'ambassade de France à Yaoundé, c'est un général d'armée qui a été nommé par le président Macron? J'espère que vous savez que c'est un militaire qui est à la tête de la diplomatie française à Yaoundé. Quand on nomme un militaire dans une ambassade, c'est bien souvent parce qu'on prévoit des événements militaires dans le pays où on l'a nommé. Oui ou non? Écrivez. Écrivez ça. Voilà pourquoi nous disons à Achille Mbembe que nous autres de la tradition panafricaniste, UPCiste, révolutionnaire du Cameroun, nous récusons tout projet de transition dans ce pays en faveur de forces étrangères. Nous récusons tout projet de transition de nature Oligui Nguemaïque, de nature Mamadi Doumbouique. Nous récusons cela. Nous appelons à une transition en faveur du peuple camerounais, à des assises permettant de repenser le système politique camerounais d'une façon inclusive, permettant de résoudre ce qu'on a appelé la question anglophone, mais également la question de la participation des diasporas, la participation de toutes les couches populaires à une nouvelle république du 21e siècle africain, au Cameroun. Et pour nous, c'est l'idéologie panafricaniste, révolutionnaire, populaire, traditionnelle, seule, qui peut nous servir d'axe ici. Ce n'est pas la propagande démocratique et droit de l'homiste occidentale qui peut servir d'axe à une révolution authentiquement africaine au Cameroun. Voilà la différence. Bon, la suite. Laissons les questions venir et M. Mbembe répondre. Alors, en 2017, Emmanuel Macron, le président français, avait prononcé un discours à Ouagadougou que vous aviez critiqué. Quelques années plus tard, vous avez accepté sa proposition pour tenter de régénérer la relation entre la France et l'Afrique. Vous aviez dit « Je ne serai pas instrumentalisé, je remplirai ma mission et si je ne vois que ça ne marche pas, je partirai. » 4 ans plus tard, est-ce que vous pensez que les choses ont avancé ou est-ce que vous pensez que vous avez été peut-être utilisé? Nous parlons
il se passe à Marseille, d'ailleurs, un événement extrêmement important. Ah bon? Appelé Ancrage, mobilisation de diaspora africaine en France. Mon Dieu. La Maison des mondes africains, elle est maintenant mise sur pied, elle avance. La Fondation de l'innovation pour la démocratie que je dirige est en passe d'atteindre son moment de croisière. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu. Évidemment, il y a une partie de la donne qui tarde à démarrer, qui tarde à croître. Et je pense que le président Macron est allé au bout de son concept et qu'il nous appartient maintenant à nous, sociétés civiles africaines et françaises, de prendre le relais et de traduire en acte l'intuition qui aura été la sienne. Je ne vois d'ailleurs pas quelle autre voie est-ce que on pourrait suivre en ce moment. Évidemment, il y a des tas de domaines qui restent à creuser, mais cela dépend, je dirais, de la partie française comme de la partie africaine. Pour le moment, le travail que j'effectue au niveau de la Fondation me convient. Il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés. Ah bon? Nous venons d'ouvrir des antennes dans l'océan Indien et nous en ouvrirons au mois de juillet en Afrique orientale et en Afrique lusophone. L'empreinte de la Fondation s'étend sur 36 pays. Il y a une forte demande et il faut l'accompagner à la fois intellectuellement et pédagogiquement et financièrement. Ah. Alors, de façon très concrète, on a vu la France... D'abord, dans cette réponse, qui est la réponse donc numéro 4, on voit que Hashim Bembe a du mal à expliquer ce qu'il fait encore derrière le président Macron. On lui dit, vous aviez dit que si ça ne marchait pas, vous alliez quitter, que vous n'accepteriez pas d'être instrumentalisé, puisque c'est le président Macron qui a engagé le financement de l'Institut de l'innovation et de la démocratie. La fondation que dirige Hashim Bembe est financée par la France. Mais on sait très bien le principe. Qui paye commande. Oui ou non? Celui qui paye, c'est lui qui commande. Et si vous réécoutez la réponse d'Hashim Bembe à la question, où en est la mission que le président français vous avait confiée, il dit, l'idée du président français, on l'a conduite jusqu'au bout. Maintenant, il faut un nouvel effort, de part et d'autre, côté africain et côté français, pour que cette idée évolue et qu'elle avance. Il dit aussi dans sa réponse que le projet démocratique dont il est porteur est l'idée que le président Macron a eu lieu, a pensé. L'idée que le président Macron avait pensé. Mais moi, je pose la question de savoir, depuis quand la démocratie en Afrique est quelque chose qui doit être pensé par M. Macron? Quel titre a-t-il pour penser la politique africaine à la place des Africains? Mbembe dit qu'il est là pour mettre en œuvre l'intuition du président Macron. Qui a demandé au président Macron de penser pour les Africains? Au rang des penseurs politiques français, est-ce qu'on cite le président Macron? Quand on ouvre une bibliothèque classique de théorie politique en France, est-ce qu'on cite le président Macron? Comment le président Macron peut théoriser la politique de l'Afrique qu'il ne connaît pas? Comment peut-il théoriser la politique de l'Afrique qu'il n'a même pas étudiée? Comment peut-il théoriser la politique de l'Afrique dans laquelle il est inconnu au bataillon de ceux qui produisent des idées? Comment une idée sortie du cerveau du président Macron peut-elle être l'idée directrice de l'action, de l'intellectuel? Hashim Bembe en Afrique, président de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Voilà déjà le scandale. Le scandale ici, c'est l'aliénation idéologique, l'aliénation intellectuelle. C'est le scandale même de l'extranéation du commandement de pensée. C'est très grave. On ne devrait jamais accorder que, quand il faut penser la démocratie en Afrique, c'est le point de vue de la France ou du président de la France qui doivent inspirer un institut africain. C'est tout simplement scandaleux. C'est à penser qu'il n'y a pas une pensée politique africaine endogène. C'est à penser que les Africains ne pensent que sous l'impulsion d'eux, sous le piston d'eux, sous l'orientation d'eux. Et Mbembe finit en disant, on aura besoin de financement. Astaghfirullah. L'argent
le nerf du business démocratique, eh bien, made in France, est de nouveau invoqué ici par le président de la Fondation pour l'innovation et la démocratie. Continuez à nous financer, on va continuer à faire des choses. Deuxième observation sur cette réponse. Hachim Bembe parle d'événements importants qui ont eu lieu en France. Il y aurait actuellement un événement important à Marseille. C'est important pour qui? Qui, dans l'opinion africaine, est intéressé par les assises de Marseille? Commençons même par les assises de Montpellier. Est-ce que l'Afrique s'est passionnée pour ces assises? Est-ce que ces assises ont marqué un tournant, que ce soit dans la pensée ou dans la pratique politique africaine? Qu'est-ce que ces assises ont apporté de positif à la marche des nations africaines? Rien. Rien. Ces assises avaient pour but de lisser, de polir, d'embellir, d'enjoliver le visage de la domination néocoloniale française. Non pas d'y mettre fin. Mbembe lui-même reconnaît. Et il reconnaîtra que on n'est pas allé de gaieté de cœur enlever les troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On y a été forcé. Perelman dit, la France a été chassée. Si 2021 avait été un véritable tournant dans la pensée et la pratique politique de la France en Afrique, est-ce qu'il aurait été nécessaire que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, même le Sénégal, surprennent Paris en lui demandant de retirer ses troupes? J'ai mal au cœur devant la pauvreté de la réponse qui est fournie. Alors, il nous dit, le président Macron est allé au bout de son concept. C'est-à-dire que le président Macron est à court d'idées, il ne sait plus quoi faire en matière de politique africaine. Je suis d'accord. Mais il ose poser la question, quelle autre voie suivre que celle de la fameuse Fondation de l'innovation pour la démocratie? Je dis, il faut arrêter de se référer systématiquement à la démocratie quand on veut penser l'état de droit africain. Il faut penser à un état de droit inspiré de l'expérience africaine. Il faut conceptuellement même le désigner à partir des idées, des symboles qui parlent eh bien, à la mémoire et à l'identité longue de la civilisation négro-africaine. Qui a dit à Hachim Bembe que nous n'avons le choix qu'entre imiter la France et disparaître? Qu'entre imiter l'Occident et disparaître? Qui lui a dit cela? L'Afrique existait politiquement, économiquement, socialement, culturellement, avant l'Occident. L'Afrique a rayonné politiquement sur le monde avant l'Occident. Je ne vais pas l'apprendre à l'historien qu'est Hachim Bembe. Les travaux d'un autre très grand historien, du plus grand et du plus célèbre historien, anthropologue de ce 20e siècle africain qui vient de passer, les travaux de Cheikh Anta Diop, ont amplement établi la thèse de l'antériorité des civilisations négro-africaines sur toutes les civilisations planétaires. Pourquoi M. Mbembe nous dit-il que nous n'avons pas d'autre chemin que soit d'imiter la démocratie à la française, la démocratie à l'occidentale, soit de disparaître? Et quand il nous parle des antennes de son institut qui vont être implantées dans l'océan Indien, etc., dans l'Afrique lusophone, est-ce qu'il pense vraiment pouvoir le rendre plus attractif? Le principe de la fondation, de l'innovation et de la démocratie, qui est le principe de l'aliénation, c'est-à-dire de la dépendance envers l'ordonnateur de cette fondation, à savoir, eh bien, l'élite politique du gouvernement français. Ce principe en fait par définition une initiative vouée à sa perte, vouée à disparaître. La démocratie ne pourra jamais plus se greffer aux Africains. Les Africains sont sortis de cette fiction. On ne pourra plus financer la démocratie, les élections, la bonne gouvernance, les droits de l'homme en Afrique à partir de l'étranger. On ne pourra plus imposer ces concepts comme étant des vérités absolues, des évidences immuables. C'est terminé. Les Africains de notre temps, ceux qui renouent pleinement avec le panafricanisme révolutionnaire et avec l'analyse de la civilisation africaine multimillénaire, récusent les concepts qui nous ont été imposés à coups de baïonnettes, à coups de canon, à coups de mensonges, à coups de matraquage idéologique, à coups de propagande, à coups d'action psychologique, d'intimidation, de chantage à la dette. L'Afrique récuse tout l'appareil épistémologique que l'Occident lui a imposé en même temps que la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et le terrorisme.
Tout cela, l'Afrique le récuse et elle décide de fonder ses états de droit sur l'intuition critique d'elle-même. Écoutons la suite. Être chassé militairement d'Afrique, du Sahel, mais aussi d'ailleurs. On a parlé de la Côte d'Ivoire, on le voit au Tchad, au Gabon. Est-ce que c'est une bonne chose? Et est-ce que un autre instrument symbolique de la puissance ou de la présence française en Afrique, le franc CFA, est-ce que vous pensez que là aussi, il faut une rupture et passer à autre chose? Il fallait aller vite. Tant du point de vue des bases militaires que du franc CFA, en tout cas, du point de vue de tous ces irritants, au fond, qui ne servent personne. Ni la France, ni d'ailleurs la plupart des sociétés africaines. En tout cas, il y a un ensemble d'institutions qui ont perdu de leur légitimité aux yeux des nouvelles générations. Et donc, il faut passer à autre chose. Pour cela, il faut être à deux. Il faut que cette volonté vienne des deux côtés. Il faut un capital intellectuel, une capacité d'imagination qui puisse accompagner cette transformation. Elle est de toutes les façons inévitable au regard, disons, de la donne géopolitique mondiale qui se dessine aujourd'hui. Et donc, le plus vite on y va, le mieux ce sera, et je pense que c'est le seul chemin d'avenir viable, à la fois pour la France et pour le reste du continent. Donc en conclusion, vous voyez la réponse qu'il vient de donner, mais ça fait peur de la part de quelqu'un qui a son niveau d'information. Mais depuis quand le colon libère le colonisé de gaieté de cœur? Depuis quand le colon accepte de perdre ses avantages? Il nous dit que le modèle ne profitait ni à la France, ni à l'Afrique. Mais écoutez, le franc CFA profite essentiellement à la France. Mais écoutez, Monsieur Mbembe, vous êtes un historien, vous êtes bien placé pour savoir que la puissance française s'est construite sur l'exploitation de l'Afrique. C'est-à-dire que le modèle néocolonial et colonial, c'est un modèle de pillage, d'exploitation de l'Afrique, de maintien de l'Afrique dans le sous-développement. On ne peut pas dire que l'expérience coloniale et néocoloniale n'ait profité à personne. Quand on est un historien de votre ampleur, Achille Mbembe. Alors, comme vous avez désormais des problèmes de mémoire, vous qui avez montré comment on a massacré 1 million de Camerounais pour imposer justement le modèle néocolonial, la République néocoloniale du Cameroun, d'Ahidjo et de Biya. Vous qui maintenant êtes en train de dire que ça ne profite à personne, alors que vous savez très bien de quoi est faite la richesse de la France, puissance coloniale, nous allons donner la parole à quelqu'un de plus autorisé que vous, Monsieur Mbembe. Quelqu'un qui, lui, a été 2 fois élu président de la République française et qui, dans un moment de vérité, dans un aveu, a expliqué qui a bénéficié de la relation franco-africaine, a expliqué qui s'est enrichi sur le dos de qui dans la relation franco-africaine. Nous allons lui donner la parole pour que vous, Mbembe, vous arrêtiez de faire du 2 poids 2 mesures face à la vérité historique, pour laquelle vous êtes pourtant amplement outillé. À qui a profité la colonisation et qui a été nui? À qui la colonisation a-t-elle nui? Nous repartons chercher les informations que M. Mbembe ne veut plus assumer. Les informations qu'il ne veut plus assumer. Cette fois-ci, nous donnons la parole à quelqu'un qui est connu. M. Chirac, sortez utilement de votre tombe et venez nous dire d'où vient l'argent que nous avons, eh bien, en France. Chirac, eh bien, l'argent. Monsieur Chirac, s'il vous plaît, venez rafraîchir la mémoire à l'historien Achille Mbembe. Venez, allez-y. Action. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Alors, M.
Monsieur Mbembe, vous avez donc écouté l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, vous dire à qui a profité la traite négrière, à qui a profité la colonisation, à qui a profité la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Il vous dit, elle a essentiellement profité à la France. Toutes ces pratiques de prédation, toute cette relation asymétrique franco-africaine a essentiellement profité à la France. Et Chirac conclut en disant, il faut mettre fin à cela, il faut rendre aux Africains. Chirac n'était même pas prêt à tout rendre. Mais au moins une partie de ce qu'on leur a pris. D'autant plus que on risque d'aller vers de sérieuses convulsions. Donc d'abord, Mbembe, dans sa réponse, fait preuve en réalité de révisionnisme et de négationnisme. C'est du révisionnisme et du négationnisme que de présenter la relation néocoloniale France-africaine comme n'étant bénéfique ni à la France ni à l'Afrique. Non, elle est bénéfique à la France. Et elle est maléfique pour l'Afrique. Voilà la réalité. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait aller vite? En fait, il fallait aller vite parce que, en fait, il appartenait à l'élite de gouvernement français d'inventer une république française qui ne vive plus de l'exploitation injuste de l'Afrique. Or, c'est la défaite intellectuelle de la France de n'avoir pas porté au pouvoir, eh bien, des Françaises et des Français capables d'imaginer autrement la France, dans une république moderne, une république fraternelle, une république autrement compétitive, peut-être s'inspirant un peu du modèle de l'Allemagne. Ils n'ont pas été capables de le penser. Ça ne peut pas être présenté comme la faute à l'Afrique. C'est parce qu'ils ont eu l'habitude d'exploiter gratuitement les richesses africaines qu'ils ont perdu la capacité de penser la prospérité de la France sans l'exploitation de l'Afrique. D'accord, monsieur Mbembe? Alors, maintenant il dit qu'il fallait aller vite. Mais ils ne pouvaient pas aller vite puisqu'ils ne réfléchissent plus. Puisqu'ils considèrent l'Afrique comme leur chasse gardée. Puisqu'ils sont incapables d'imaginer la France sans le contrôle de l'Afrique. Puisque M. Macron nous dit que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, que l'Afrique est l'avenir de la France. Alors que les Africains ne supportent même plus seulement d'entendre cette phrase. M. Mbembe, vous dites qu'il fallait aller vite, mais nous sommes tous citoyens africains et citoyens, eh bien, d'adoption française. Pendant combien d'années ai-je dit ici, quand j'étais militant du Parti Socialiste, aux dirigeants du Parti Socialiste, chaque fois qu'ils arrivaient au gouvernement, de hâter la rupture, de hâter le changement de modèle. Combien de fois se sont-ils moqués des Français d'origine africaine qui ont gardé une sensibilité forte pour la dignité et l'émancipation du peuple africain à l'intérieur des partis politiques français, à l'intérieur des partis de gouvernement français. Les Africains de nationalité française qui ont tenté ce dont je parle pourront témoigner comment nous avons été méprisés dans les partis de gouvernement, méprisés dans les débats en France. Chaque fois que nous leur disions, retirons les bases militaires françaises le plus rapidement possible d'Afrique, pour ne pas que l'armée française soit humiliée et chassée. Rompons, mettons fin au mécanisme du CFA, laissons les pays africains aller à l'aventure monétaire eux-mêmes, qu'ils apprennent de leur haut et leur bas. Repensons le modèle économique français en faisant une république humble, fraternelle, moderne. En fait, repensons la France comme une fédération qui va devenir en réalité l'avant-garde européenne de la négociation, de la réparation, de la reconnaissance, de la justice, de la vérité historique, pour donner à la France une chance de survivre dans le monde qui vient. Que n'avons-nous pas dit depuis plus de 20 ans dans tous les cénacles de ce pays où on nous a tendu le micro? On nous a ri au nez. Nous sommes des milliers d'Africaines et d'Africains qui avons eu voix au chapitre pour présenter la nécessité d'anticiper sur les mutations irréversibles qui auraient lieu en Afrique. On s'est moqué de nous. On nous a snobés. On nous a demandé de nous contenter d'être heureux en France et au besoin d'oublier l'Afrique. Ce que nous avons, nous, personnellement, refusé. Donc, Mbembe, de quoi parle-t-il? Il dit qu'il fallait aller vite. Mais en 2021, vous, Achille Mbembe, en octobre, vous vous êtes réunis avec le président Macron à Montpellier. Est-ce que cela l'a empêché de continuer à avoir une attitude condescendante envers le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, tous les pays africains? Est-ce que la condescendance du président Macron a changé d'un iota? Mais il en a hérité. C'est une condescendance des dirigeants de la 5e République française, des dirigeants de la France coloniale. Ils sont nés, ils ont grandi dans le petit lait de la supériorité imaginaire.
de leur élite politique envers les peuples africains et les élites africaines. Voilà la réalité. Et ils ne voient pas pourquoi changer un modèle qui continue à leur bénéficier. La balance commerciale entre la France et l'Afrique est excédentaire en faveur de la France et déficitaire en défaveur de l'Afrique. C'est la situation en ce jour du 16 avril 2025 au moment où je vous parle. Donc, normalement à Paris, eux, ils se demandent pourquoi ils doivent renoncer à un modèle qui leur permet de vivre sur le dos de l'Afrique. Pourquoi renoncer à un tel modèle? Membe a écrit des travaux sur Fanon, mais il n'en a peut-être même pas tiré une seule bonne conséquence. Quand Fanon dit que la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on n'a jamais vu une puissance impérialiste abandonner ses avantages. Ces avantages doivent lui être arrachés. C'est ce qu'ont compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ils reprennent leur souveraineté, ils n'attendent plus le bon vouloir de Paris. Quand Hachim me dit, il faut passer à autre chose, et pour cela, il faut être à deux. Mais écoutez, les Africains ne peuvent pas attendre continuellement le moment où l'élite politique française voudra enfin descendre de son piédestal, entièrement imaginaire, et penser un monde ensemble. Les Africains, eux, ils ont à réaliser ce monde. La population africaine s'est multipliée par 10, par 20. Les problèmes ont atteint une telle complexité qu'on ne peut pas attendre que les bons messieurs et les bonnes dames de Paris veuillent bien enfin nous considérer comme des égaux en humanité. L'Afrique n'attend plus personne. Mbembe, l'Afrique est en marche. L'Afrique n'attend plus personne. Vous étiez à Yaoundé, moi, je vais souvent au Sahel. Les Sahéliens n'attendent plus personne. Et ce qui va se passer en Afrique centrale, quand les peuples vont enfin écouter, eh bien, les descendants du courant du panafricanisme révolutionnaire endogène, les peuples surgiront et tous les satrapes fuiront les palais. Les peuples d'Afrique centrale iront dans tous les palais où se tiennent des despotes, les déloger, reprendre leur souveraineté et marcher la main dans la main avec les peuples sahéliens aujourd'hui pleinement éveillés. Hachim Bembe dit il faut aller vite du point de vue de la géopolitique mondiale. Mais vous pensez que les Chinois vont vous attendre? Vous pensez que les Russes vont vous attendre? Vous pensez même que l'Amérique de Trump vous attend? Nul n'attendra personne. Le monde est ainsi fait que seuls des peuples conscients, des individualités conscientes peuvent défendre leurs intérêts avec succès. Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour penser à vous, à votre place. Nul ne peut aimer les Africains plus que les Africains eux-mêmes ne s'aiment. Écrivez ça. Nul ne peut aimer les Africains plus que les Africains eux-mêmes ne s'aiment. Ce n'est donc pas au rythme de Paris que va l'Afrique. Non, l'Afrique va aller et va à son propre rythme. Écrivez ça, Tilana. Ce n'est pas au rythme de Paris. Le président Macron peut continuer à tourner autour du pot, c'est son problème. Le gouvernement français peut continuer à tourner autour du pot, c'est son problème. L'Afrique avance et les surprises vont se multiplier, y compris dans les pays où on croit avoir encore la main mise sur l'histoire. Ces pays d'Afrique centrale, où, sous le couvert de Biya, ou du coup d'État qu'on prépare pour imposer un général pro-néocolonialiste, un officier pro-néocolonialiste, sous le prisme d'Oligui Nguema, on continue à contrôler le Gabon. Sous le prisme de Sassou Nguesso, on croit continuer à contrôler comme cela, eh bien, le Congo-Brazzaville. Tout cela va s'effondrer comme un château de cartes. Tout cela va s'effondrer comme un château de cartes. Le néocolonialisme sera nu. Les choses anciennes auront disparu. Écrivez ça. Je l'ai dit ici, il y a 20 ans. On s'est moqué de moi. Je l'ai dit il y a 10 ans. On s'est un peu moqué de moi. Maintenant, quand je le dis, on tremble. Car cela a commencé à se réaliser sous les yeux. Donnons la parole à Hachim Bembe pour finir son propos. Que vous pensez que ce sera cette fois bel et bien la fin de la France-Afrique? Tous les présidents l'ont annoncé, mais à force de l'annoncer, on ne la voit pas venir. Est-ce que c'est le moment, vous pensez? Mais elle est terminée, la France-Afrique, objectivement. Elle n'existe plus, elle est condamnée de toutes les façons. Je crois que le préjugé selon lequel la France exercerait en Afrique une domination
disons, unilatéral, ce préjugé, il s'avère de plus en plus déplacé. En fait, la France ne dispose plus aujourd'hui des moyens de exercer sur le continent la sorte de domination, à prendre en compte cette réalité que une partie du continent et de la France elle-même est appelée c'est cela aujourd'hui, je crois, comment il a du mal. La démarche politique et intellectuelle la plus intéressante à suivre. À partir de là, évidemment, s'ouvriront de nouvelles possibilités. Elles existent d'ores et déjà sur le terrain. Je sillonne le continent tous les mois, je les vois. Il faut s'appuyer sur ces forces neuves pour inventer autre chose. Et l'aventure qui consiste à inventer cette autre chose, je crois que c'est une aventure absolument excitante d'un point de vue intellectuel et personnel. Achille Mbembe, merci beaucoup d'avoir... Voilà, sa dernière réponse. Il dit que la France n'a plus les moyens d'exercer sa domination sur l'Afrique. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit une chose et son contraire. D'une part, il faudrait que la France aille vite. Il aurait fallu que la France aille vite. Et de l'autre côté, la France n'a plus les moyens d'exercer sa domination sur l'Afrique. Mbembe dit ça, il se rend même pas compte de la contradiction. Soit cette affaire-là dépendait de la France. Et c'est à la France d'accorder un peu ou pas assez de souveraineté aux pays africains anciennement colonies. Ou alors, en fait, ce n'est pas la France qui console le processus historique africain et les Africains vont crânement faire de l'Afrique ce qu'ils veulent en faire. Mbembe a un mal fou à admettre une situation dans laquelle le peuple français décide pour la France, les peuples africains décident pour l'Afrique. Pourquoi Mbembe veut-il systématiquement associer aux décisions africaines la volonté politique française? Sont-ce les Africains qui décident ici en France? Le point de vue des Africains, en tant que peuple, en tant qu'entité politique, est-il déterminant sur la configuration de la République française? Réponse non. Mais pourquoi Mbembe, jusqu'à la fin de son entretien, est constamment en train de chercher un moyen d'impliquer la France dans la manière de concevoir l'Afrique? Mais parce que il lui faut quand même justifier les subventions de l'Institut de l'innovation, de la Fondation de l'innovation et de la démocratie, financée par la France de Macron. Il lui faut entretenir l'illusion qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre que ce que l'Afrique va être soit codécidé avec la France. Les Africains refusent le principe de la codécision. Car ce principe de la codécision n'est pas compatible avec le principe de souveraineté. Les peuples européens décident en Europe, les peuples africains décident en Afrique. Il faut que Mbembe comprenne cela et qu'il comprenne que bientôt Paris mettra un terme au financement de sa fondation pour l'innovation et la démocratie parce que Paris se rendra compte que ça ne peut pas marcher. La démocratie made in France, ça ne peut pas marcher en Afrique. Le business démocratique made in France ne peut pas prospérer en Afrique. Les Africains ne veulent plus d'une puissance étrangère qui vienne leur dire quel doit être le système politique qu'ils doivent adopter. Les Africains n'en veulent plus. Mbembe gagnerait à évoluer, à changer d'activité. Parce que bientôt, même à Paris, ils vont comprendre que ce n'est plus la peine de financer ça. Ils ont peut-être injecté les premiers 30 millions qui avaient été demandés à Montpellier, mais ils auront du mal à continuer. Parce qu'ils voient bien que le résultat est nul. On a financé ça depuis 2021. Votre fondation de l'innovation et de la démocratie. Qu'est-ce qui s'est produit? Mais depuis là, la France a été chassée militairement de partout. Et bientôt, le franc CFA va être supprimé en Afrique. Alors, est-ce que Mbembe viendra aussi nous dire que c'est sa fondation pour l'innovation et la démocratie qui a facilité le départ des troupes françaises d'Afrique? C'est sa fondation qui a facilité la fin du franc CFA? Non! Lui, Achille Mbembe, tout comme ses donneurs de subventions français, sont à la remorque de l'histoire. Ils courent après les événements. Ils sont dépassés par les événements parce qu'ils ont en réalité un problème avec le principe de la souveraineté des peuples africains. Voilà la vérité. Et c'est ce que je voulais dire. En écoutant cette interview, je tenais à ce que nous allions point par point et que nous montrions pourquoi ce qu'il dit ne tient pas debout. Alors, en conclusion, l'historien Achille Mbembe, dans cette prestation sur France 24,
nous déçoit intellectuellement. Car l'épaisseur incontestable de ces travaux historiques n'est même pas perceptible dans la moindre des réponses qu'il donne. Ce n'est pas normal de la part d'un intellectuel de cet acabit, de ce niveau, qui a rendu quelques-uns des travaux historiques les plus remarquables, de faire une interview comme celle-ci, sans recourir à l'histoire longue, dans une seule de ses réponses. Je vous mets au défi. Pas une seule des réponses d'Achille Mbembe ne s'est enracinée dans l'histoire longue. Alors que son corps de métier, lui qui est là, c'est historien. Mais pourquoi il a du mal tout d'un coup avec l'histoire africaine qu'il a étudiée, qu'il enseigne, qu'il a enseigné, qui est sa matière, sa discipline universitaire d'origine? Parce que bon, on le présente maintenant, philosophe. Achille Mbembe est d'abord et avant tout un historien de formation. Mais où est l'historien là, dans ce que nous avons vu? Un responsable politique de second plan peut faire la même interview avec plus de panache. Nous avons une succession de bégaiements. Alors, je connais un peu Achille Mbembe. Je sais que dans sa manière de parler, il utilise bien souvent l'hésitation verbale. Mais ici, c'est très grave. Le nombre de fois où il hésite à dire ce qu'il pense. On sent qu'il a peur de dire la vérité. Parce que dire la vérité a des conséquences économiques, des conséquences statutaires pour lui et sa fondation. On sent qu'il sert de la soupe tiède tout au long de cette interview. Ah, il veut réussir, pour ainsi dire, à se faufiler entre les gouttes de la pluie qui tombent. C'est impossible. Quand il pleut, si tu sors, il y a des gouttes qui vont te toucher. La vérité, c'est comme la pluie. Si tu es dehors sous la pluie, sans parapluie ni manteau, tu seras mouillé. Voilà! Tu seras mouillé, les gouttes vont te toucher. Et là, toute cette interview est une tentative de passer entre les gouttes. Heureusement que nous sommes là. Et que nous, quand vous faites des interviews comme ça désormais, nous les décryptons pour les Africains. Pour restituer la gravité de vos évitements, de vos non-dits, de vos silences, de vos dribbles, de vos slaloms. La gravité de l'absence de courage intellectuel. Oui, l'intellectuel, dans cette interview, nous a déçus. L'historien, quant à lui, était carrément absent de l'interview. Le courage intellectuel minimal qui est requis de quelqu'un qui a la responsabilité de transmettre la flamme de la dignité aux générations actuelles et futures, l'absence de ce courage dans cette intervention est flagrante. Voilà pourquoi nous disons à notre aîné, bien-aimé, Achille Mbembe, Achille, s'il te plaît, arrête de faire ça. Parce que quand tu fais ça, tu remues le couteau dans la plaie du cœur des Africains. Quand tu fais des interviews comme ça pour ne rien dire, tu nous fais honte. Quand tu fais des interviews comme ça, dans lesquelles Marc Perelman est beaucoup plus précis que toi, Marc Perelman est même beaucoup plus aigu dans son questionnement que toi. Quand tu fais ça, tu humilies l'intelligence que pourtant le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés t'ont donné à volonté. Non, au nom du business de la démocratie made in France, on ne doit pas se renier. On ne doit pas renier l'histoire. On ne doit pas renier la légitimité des luttes africaines pour la souveraineté. On ne doit pas renier la grande tradition du courage intellectuel, qui est l'une des valeurs civilisationnelles du peuple africain, la valeur de vérité. C'est ce que je voulais dire. Et je crois que j'ai été suffisamment clair ici. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.